Et ce qui fait vraiment l'intérêt du roman feuilleton, à mon sens, justement dans ces épisodes nocturnes, c'est ce jeu en fait de chasser-croiser avec le lecteur qui va s'amuser à retrouver effectivement, un peu comme les romans à clé de l'époque, en fin de compte, il va retrouver à la fois des personnes dont on ne dit pas le nom en entier, on voit Charles, on voit Roris, on essaye justement d'identifier, mais moi par exemple en lisant l'épisode, alors je crois que c'est l'épisode 3, il y a une grande scène d'orgie, je n'en dirai pas trop, moi j'ai pensé à Cocteau. Et notamment au Sang d'un poète, où on a le poète qui passe de l'autre côté du miroir, donc il n'utilise pas un cercueil, mais il y a un point de basculement, et il voit plein de scènes interdites. Cocteau, par exemple, je ne suis pas très familier de Cocteau. Et donc, ça me fait super plaisir que malgré ça, ça vous ait amené à lire. Je pense que la matrice de cette scène dont vous parlez dans l'épisode 3, c'est un peu les 120 jours de Sodome et un peu les 11 000 verges, c'est-à-dire les espèces d'orgies à programme. Alors toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, on va se mettre comme ci, on va se mettre comme ça. Et là j'en fais une version parodique et grotesque. Et voilà, moi c'est plutôt de là que ça vient. Mais vous avez l'autre point de vue, c'est le point de vue de celui qui regarde. Effectivement, dans l'épisode dont vous parlez, il y a des gens derrière le miroir. Ah, mais il y a aussi une autre histoire. C'est dans Casanova. Dans l'histoire de ma vie de Casanova, il y a une scène où il est invité à faire des choses avec une jeune femme qu'il a rencontrée qui est religieuse, et elle accepte à condition que son amant régulier soit de l'autre côté du miroir et puisse regarder. Et cet amant est la belle Bernice, future ministre de Louis XV, et ensuite les deux, l'amant régulier et l'amant occasionnel Casanova, deviennent amis, et donc ils traversent le miroir, enfin, parce que, je dois dire, je digresse, pardon, mais il y a un rapport, à mon avis, très net, en tout cas dans ma mémoire, entre la vie de Sarah Bernhardt et la vie de Casanova. Ce sont deux personnes qui, venant de nulle part dans les canons de l'époque, Casanova, fils de comédien, et Sarah Bernhardt, fille de courtisane, arrivent à entrer dans les mondes les plus fermés, les plus huppés, les plus en vue, et tous les deux par le théâtre. Alors elle était au théâtre sur scène, lui joue dans la vie, se fait passer pour quelqu'un d'autre, mais les deux histoires, c'est l'histoire de « La vie est une comédie ». Il y a une expression intéressante que vous avez peut-être forgée par vous-même, vous allez me le confirmer. Vous utilisez l'expression de biopic fantasy pour qualifier justement le genre littéraire auquel vous vous adonnez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh bien, ça vient de mon ignorance. Je ne sais pas s'il y a déjà des expériences de fiction qui mêlent la biographie réelle et des événements imaginaires qui viennent éclairer d'une manière ou d'une autre, par la psychanalyse, par la mythologie, la vie réelle. Et je ne le sais pas parce que je suis ignorant, je ne suis pas spécialiste, et donc je me suis dit, je vais appeler ça biopic fantasy. Je me dis, c'est pas possible que ça n'existe pas, je ne me sens pas capable d'avoir inventé ça, mais je n'ai pas trouvé d'exemple. Vous qui êtes spécialiste, vous sauriez... C'est vrai que pour moi, l'histoire secrète convient, mais pas tout à fait à ce que vous faites, parce que vous, il y a quand même une porte grande ouverte, il y a un appel à l'imaginaire, un appel au surnaturel, et le surnaturel, enfin, il y a presque... Le roman feuilleton a quelque chose presque de la voix chamanique, je trouve, où il y a quelque chose de... C'est par la transe qu'on obtient une vérité sur le monde réel. Et ça, voilà, je ne suis pas certaine, ce sera au fil des lectures, on confirmera ou pas si oui ou non il y a d'autres romans qui s'y prêtent, mais il me semble que ce que vous proposez est un peu plus particulier, un peu différent d'une simplement mise en récit d'une biographie. Il y a un travail effectivement de psychanalyse, de retour sur soi, de recherche du symbole qui est plutôt en fait le propre de la peinture, de la musique, oui. Peut-être d'autres arts. Et c'est pour ça, peut-être que vous avez à ce point abondamment, je pense, mis des j'aime pas dire caméos, parce que c'est utilisé autrement que ça et de manière beaucoup plus riche, mais c'est pour ça peut-être qu'il y a un cortège en fait aussi dense de créateurs et d'artistes dans votre roman feuilleton. C'est peut-être justement pour trouver d'autres assises, d'autres moyens de dire tout simplement ce monde dans lequel Sarah gravite et un monde qui n'est pas simplement le monde éveillé, parce que le monde qui prend le pas au fil des feuilletons, c'est quand même le monde nocturne en fin de compte. Oui. Oui. Donc, alors peut-être que c'est inédit, bon, en tout cas à notre connaissance, et si c'est un genre, alors que je l'ai inventé ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment ce genre que je pratique avec ce roman feuilleton. Fantaisie est vraiment important, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement imaginaire, ça n'est pas seulement lui inventer des événements, des épisodes de sa vie qu'elle n'aurait pas vécu. C'est véritablement la plonger dans un banc fantastique et faire intervenir dans le cours de sa vie des choses qui sont surnaturelles.
des animaux fantastiques, des relations fantastiques. Alors évidemment, à un moment, il y a l'archange Saint-Michel, il y a la Sainte Vierge qui apparaît. Et ça, c'est un fantastique très courant à l'époque. Parce qu'à cette époque-là, on voit la Sainte Vierge apparaître partout. Ça devient une grotte, un lieu de pèlerinage, etc. L'archange Saint-Michel, on peut le voir dans des statues au sommet d'églises, etc. Donc c'est un personnage qui fait un peu partie de la vie de tous les jours. Le diable ou le serpent ailé, etc. On en parle. Quand on lit l'Apocalypse, on en parle. Donc voilà, ils sont là. Ça, c'est évident. Plus tard, dans d'autres épisodes du roman feuilleton, il y a d'autres créatures que j'ai un peu plus inventées. Mais pas tellement. Par exemple, à un moment, il y a un banquier extrêmement cruel, extrêmement pervers, qui naît directement de la phrase de Hollande « La finance, c'est mon ennemi ». Alors ça pourrait être ça pourrait être lui. Et puis, évidemment, avec ce banquier, je lui ai attaché un animal, forcément c'est un rapace. Et c'est un rapace surnaturel qui est plus grand que les autres, qui mélange l'aigle et la harpie, etc. Et qu'on contrôle avec des formules mathématiques, surtout, il faut bien le dire. C'est quand même très particulier. C'est vrai que ça m'a amusé que... et ça, que les mathématiques servent à contrôler la finance, c'est un phénomène extrêmement contemporain. C'est fait il y a 20 ans qu'on emploie les meilleurs mathématiciens pour faire gagner toujours plus d'argent au capital en appuyant sur des boutons avec des algorithmes. Effectivement, c'est un petit clin d'œil à l'actualité. Encore que, à l'époque, c'était quand même des mathématiques qui permettaient de transformer un capital en rendement, en rente, etc. Dans Biopic Fantasy, c'est vraiment biopic et c'est vraiment fantasy. Ce qu'il y a de particulier avec La vie secrète de Sarah Bernhardt, c'est que c'est publié sous la forme du roman feuilleton. Un format qu'on connaît pour certains très bien, pour d'autres pas du tout. C'est très spécifique. C'est vraiment un format qui appartient au 19e et surtout au 20e. Une publication qui est donc en plusieurs épisodes, en plusieurs rez-de-chaussée dans les journaux, en plusieurs fascicules à l'époque. Et donc c'est vraiment le format que vous avez privilégié, puisque justement ça va être publié sous la forme de 6 épisodes, publiés toutes les 3 semaines. Pourquoi avoir choisi de faire un format de roman feuilleton qui est plutôt daté, qui n'est pas forcément connu des lecteurs d'aujourd'hui et qui surtout suppose une forme de fidélité au titre, une forme d'abonnement. Enfin, ça bouleverse un peu le mode de diffusion et ça bouleverse aussi la manière de raconter l'histoire. C'est né d'une conversation avec l'éditeur Nicolas Tellop. Moi, je ne voulais pas renoncer à ce que j'avais inventé pour en faire une série. Et c'est construit, comme c'était une série de télévisée, c'est construit en épisodes. En 6 épisodes, avec des cliffs à la fin, avec des cliffhangers à la fin des épisodes, avec toute cette structure-là du feuilleton. Et je disais simplement à Nicolas que j'avais fait cette série et que ça m'ennuyait de l'abandonner. Et que j'avais envie de lui donner une version éditoriale, papier. Et je pense que c'est ça qui lui a donné envie à lui de l'éditer. Parce qu'il a tout de suite vu, ah mais si on en profitait pour ressusciter le feuilleton. Et donc c'est la rencontre de mon dépit vis-à-vis du projet audiovisuel et de la vision que ça a suscité en lui. Donc quelque chose de négatif se transformait en quelque chose de positif en passant d'une personne à l'autre. Et il me l'a raconté, j'ai dit mais oui c'est super, il faut vraiment faire ça. Et voilà. Alors en plus il se trouve que les romans feuilletons sont apparus au moment de la jeunesse de Sarah Bernhardt, donc on est vraiment dans un air contemporain de ce qu'on raconte. Et je crois que c'est tout ça. Et puis en plus, Nicolas, c'est quelqu'un qui est très proche du monde de la bande dessinée. Et donc, dans l'idée du roman feuilleton à épisode, il y avait aussi l'illustration. Dans les grands modèles, notamment ceux du XXe siècle, il y a des illustrations qui ont fait beaucoup pour la postérité de ces On pense à Fantomas et Gino Star. Voilà, je pense que ça aussi, ça l'a fait kiffer, ça l'a excité. Et voilà, tout ça ensemble, moi ça m'a beaucoup plu aussi, j'adore la bande dessinée, j'en lis beaucoup. Et voilà, ça fait une mayonnaise. La mayonnaise. C'est amusant parce que du coup ça traverse le temps. Il y a vraiment la question de la sérialité qui vous touche plutôt au travers des séries télé. Et Nicolas, ce qu'il a apporté, c'est plutôt l'esprit feuilletonesque typique du 19e, 20e et le côté sériel aussi des cases de l'image séquentielle de la BD. Donc c'est vraiment 3 univers qui se confrontent pour former un nouveau type de roman feuilleton. Mais il est vrai que j'ai forcément envie de vous demander, on parlait de Fantomas juste avant, est-ce qu'il y a tout de même des grands feuilletonistes qui vous ont peut-être inspiré, ne serait-ce que dans le découpage de votre récit? Est-ce que des gens comme, je sais pas, comme Maurice Leblanc par exemple, est-ce que ce sont des noms que vous affectionnez? Sur le financement participatif Ulule, on voit citer aussi Tardy évidemment, qui est une autre
réexhumation du roman feuilleton avec les aventures d'Adèle Blanc-Sec. Est-ce que, voilà, d'un côté Arsène Lupin, de l'autre Adèle Blanc-Sec, est-ce que ce sont des personnages qui ont nourri d'une manière ou d'une autre votre appréhension du feuilleton, plutôt livresque du coup, et pas du côté des séries télé? Certainement, puisque je les ai beaucoup fréquentés quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai lu Alexandre Dumas, mais même quand j'ai lu Alexandre Dumas, je ne savais pas que c'était des feuilletons. Moi, je les ai lus en volume, je les ai lus enfant. Après, j'ai lu Le Roux, j'ai lu Rouletabille notamment, les Gaston Leroux, les Rouletabille, j'avais vraiment adoré ça. J'ai dû lire ça vers voilà, l'adolescence. Qu'est-ce que... Fantomas, je n'ai jamais lu, mais j'ai vu. Lupin, j'ai lu, mais là pareil, je les ai lus en volume. Je ne savais pas que c'était des feuilletons. Donc ça fait forcément partie. Encore voilà, c'est l'inconscient qui revient, ça remonte quand vous êtes... Et je pense que quand je me suis dit, je vais aller fouiller la mythologie, l'iconographie fantastique, enfin, je vais aller fouiller dans l'époque de Sarah Bernhardt et chercher de quoi faire une mythologie fantastique, j'avais en tête, inconsciemment, je ne me le suis pas dit, mais voilà, toutes ces strates qui se sont déposées en moi depuis l'adolescence, dans laquelle il y a Tardy, évidemment, il y a Adèle Blanc-Sec. Quand Adèle Blanc-Sec réveille ou affronte un un ptérodactyle, un dinosaure volant, évidemment, c'est la métaphore de ce que Tardy est en train de faire, il réveille un feuilleton. Et de la même manière, je pourrais dire que quand Sarah Bernhardt s'allonge dans son cercueil pour passer dans le monde de la nuit, moi je me suis allongé dans quelque chose, dans mes souvenirs d'enfance, je me suis vautré dans mes souvenirs d'enfance pour passer dans le monde de l'imaginaire. Et oui, donc tout ça, je me souviens d'avoir lu Zévaco avec passion. Mais c'est vrai que ce à quoi nous n'avons pas eu accès, moi dans ma génération enfance, c'est à côté feuilleton, parce qu'on ne les a jamais lus en feuilleton, on les a lus en volume. Le feuilleton, c'était la télé. Voilà, donc c'est ce retour-là, et c'est grâce à l'érudition et à la passion de Nicolas, qui lui connaît tout ça très bien, qui connaît très bien la version feuilletonnante feuilletonnée de ces fictions-là, que il me le retourne comme on renvoie la balle, et que je peux essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, il y a une figure en particulier qu'on retrouve d'épisode en épisode, de moments fulgurants en moments frappants, c'est celui du messager. C'est cette figure très particulière, on sait qu'il a un grand chapeau noir, moi je l'imagine très grand, avec des longs cheveux blancs qui tombent devant le visage. Peut-être que vous avez une autre image en tête. Qui est ce messager, sans nous en dire trop? Quel est son rôle? Quand on a lu les 4 premiers épisodes, on sait plus ou moins quel rôle il tient dans la vie de Sarah Bernhardt. Comment est-ce qu'il vous est venu en tête ce personnage? Moi, en vous lisant, il y a un autre personnage qui m'est venu en tête, c'est, si vous l'avez lu, dans Stephen King, The Stand, il y a pareil, un personnage qui revient, qui est en fait une incarnation de la maladie, de la grippe, qui est un peu comme un Covid-19 qui élimine 99% de la population. Et il y a cet être qui est tout de noir vêtu, très sombre, mais à la fois très séduisant, c'est tout le paradoxe, et qui très souvent apparaît aux personnages pour leur dire « venez à moi ». Évidemment, il ne faut absolument pas y aller. Et chez vous, c'est le messager, c'est le surnom qu'il a. Je ne révèle pas son prénom, mais on apprend son prénom plus précisément un peu plus tard. Quel est ce messager? Comment vous l'avez imaginé? Comment il vous est venu, ce fameux messager? Est-ce que c'est un psychopompe, si on revient un peu à nos idées de psychanalyse? Est-ce que c'est un passeur d'âme? Quel est son rôle? La seule chose que je peux dire, c'est que c'est un guide. C'est que je ne voulais pas laisser Sarah dans le monde de la nuit toute seule. Et ça me semblait intéressant qu'il y ait un guide. Et pour ça, le modèle, c'est Virgile dans la Divine Comédie, qui entraîne dans ce monde souterrain, enfin, pas souterrain, parallèle, ce monde fantastique parce que métaphysique, le poète de Dante. Mais après, je me suis amusé à le dessiner de telle manière à ce qu'on le prenne souvent pour quelqu'un d'autre. Ce qui me semblait intéressant, c'est qu'on se trompe plusieurs fois, et qu'elle, Sarah Bernhardt en particulier, se trompe sur qui il est. Donc la première personne pour qui elle le prend a à voir avec sa silhouette, qui vient d'un dessin. Je crois qu'il vient d'un dessin que j'ai vu. Je rappelle que Sarah Bernhardt a été élevée en Bretagne, je ne veux pas en dire plus, mais... Non, disons pas trop, voilà. en tout cas, voilà, c'est une figure qui revient sans cesse et dont on n'a pas... Il y a un personnage dans le folklore breton mais il faut que ça soit tout le temps ambigu, c'est un des mystères qui va courir. Et puis, mais j'ai une idée très nette de son rôle, pourquoi il est là, qui le représente, de qui il est le messager. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il travaille réellement pour quelqu'un et que cette personne a à voir avec le théâtre. On peut qu'inviter les lecteurs à deviner par eux-mêmes. Voilà. Ah non, ne devinez pas trop vite. Attendez, faites toutes les hypothèses et attendez la fin.
Sarah Bernard, quand on la voit en photographie, quand on lit sa biographie, quand on lit les petits textes qui parsèment Internet, on lui attribue tout un tas d'objets, tout un tas de bestiaires, de curiosités, de bizarreries. Et il y a un objet parmi tous les autres qui vraiment se démarque, c'est le fameux cercueil. Vos lecteurs auront peut-être la curiosité d'aller googler l'image. On voit Sarah un peu en Ophélie, hein, elle est allongée sur le cercueil, les yeux fermés. On ne sait pas si elle est morte, si elle est vivante, il y a une ambiguïté. Et ce cercueil, il fait partie de votre roman feuilleton. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est son rôle? Et on sait qu'il est tapissé de violet, je crois, dans mon souvenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le rôle tenu par cet objet? Le cercueil fait partie de la légende. Alors là, pour le coup, c'est la légende de Sarah Bernard, mais c'est la légende vraie. Je n'ai pas inventé, mais c'est quelque chose qu'elle a mis en scène elle-même. Ça fait partie de toute cette période de sa vie où elle a essayé d'être connue et de briller par son excentricité. C'était avant qu'elle soit très reconnue comme actrice. C'était un people un peu excentrique qui avait des animaux, des panthères, des singes, un jeune alligator qui est mort parce qu'elle lui avait donné trop de champagne, enfin, toutes sortes d'histoires. Et le cercueil. Et dans la légende du cercueil, elle a raconté que le cercueil lui a été livré un jour et elle ne sait pas par qui. Alors, cette histoire m'intéresse pour deux raisons. La première, c'est que Sarah Bernard a échappé 3 fois à la mort avant l'âge de 19 ans. Une fois, à 4 ans, elle est tombée dans le feu, ou, c'est mon hypothèse, elle n'est pas tombée, elle s'est jetée dans le feu. Une autre fois, à 10 ans, elle a sauté par la fenêtre. Et une 3e fois, à 19 ans, elle a avalé une fiole de laudanum. La 3e fois étant une tentative de suicide. Voilà. Les 2 autres, on peut hésiter, mais sur la 3e. Et donc, la mort est très présente dans sa vie. C'est quelqu'un qui a survécu, Sarah Bernard. Elle est peut-être même immortelle, elle est peut-être comme un vampire. Et l'arrivée de ce cercueil, et le fait qu'elle se mette en scène dans ce cercueil, il me semble que c'est une manière pour elle, elle ne l'a jamais dit comme ça, hein, c'est mon interprétation, mais de défier la mort. C'est-à-dire, tu vois, tu n'as jamais pu m'attraper. Et même je peux me mettre dans un cercueil, je suis toujours vivante. Elle survit à tout. Et donc ça, c'est un marqueur fort de sa personnalité et de sa vie. Et puis l'autre chose, c'est que moi j'avais besoin d'un sas, d'un point de passage entre le monde réel et le monde imaginaire, et que je me suis dit, bah, ça c'est vraiment un très bon point. Qu'est-ce qui se passe quand on s'allonge dans ce cercueil? Et puis je pouvais même jouer avec le fait d'imaginer qui l'avait fait livrer, puisqu'elle dit qu'elle ne sait pas. Donc toutes les hypothèses étaient permises. Et puis en plus, dans la légende qu'elle faisait courir sur elle, elle disait aussi qu'elle n'était pas toujours seule dans son cercueil, que ses amants, qu'elle aimait bien faire venir ses amants avec elle. Donc ça donne un aspect un peu inattendu à ce cercueil, moins froid et lugubre, et un peu plus vivant et pétillant. Ce qui fait vraiment la saveur, pour le coup, de ce roman feuilleton, La vie secrète de Sarah Bernard, ce sont vraiment les illustrations de Frank Biancarelli. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cette collaboration, comment ça s'est fait? Alors, à partir du moment où Nicolas a décidé d'éditer, de publier ce roman feuilleton, il a dit il faut des illustrations, et il avait tout de suite envie d'en avoir beaucoup, pas seulement sur la couverture, mais aussi à l'intérieur. Et il m'a dit, à qui penses-tu? Alors c'est un peu bizarre de me demander ça à moi, parce que lui est spécialiste de bande dessinée, il est rédacteur en chef des cahiers de la BD. Moi je connais un peu comme ça, mais je n'ai pas sa connaissance pointue. Mais il se trouve que lorsqu'il a lancé les éditions Musidora, parce que je suis depuis leur début, il avait demandé à quelques amis illustrateurs de faire des dessins comme ça, un peu cadeaux pour aider à son lancement. Et il y en avait une qui m'avait tapé dans l'œil, où on voyait Musidora, l'actrice, qui a donné son nom à la maison d'édition, sauter comme ça, comme une fantomette dans le ciel d'un toit à l'autre. Il y avait une économie de moyens tout en noir et orange, et en même temps une réussite dans ce... C'était plus qu'un croquis, mais c'était très rapide, c'était un truc très jeté, et j'ai trouvé ça... Et ça me plaisait parce que, une fois de plus, le projet vient de l'audiovisuel, vient de la série. Pour moi, au départ, je l'ai imaginé animé, j'imaginais en mouvement. Et là, d'avoir cet illustrateur qui arrive à donner de l'action, à donner de la vivacité et du mouvement, comme ça, avec une certaine virtuosité, ça m'a plu. J'ai dit, ah, mais l'illustrateur qui a fait ça serait bien, ça me plaît bien, et je trouve que ce serait le bon esprit. Il me dit, ah, ben, c'est Frank Biancarelli, pas de problème, je l'appelle. Après, on a eu la chance que Frank accepte de le faire, alors que c'est un garçon ultra occupé, et c'est un privilège incroyable pour moi, en tant qu'auteur. C'est la première fois que je peux voir quelles images mon texte fait naître dans la tête de quelqu'un. Et en plus, un très grand dessinateur.
Donc, je considère ça comme une bénédiction. Alors, on discute un peu. Il me dit, mais tu verrais ça. Par exemple, l'autre jour, il a représenté un des animaux fantastiques. Et puis, il m'a dit, moi, dans le texte, tu l'écris de telle couleur. Moi, j'ai envie de le faire de telle autre couleur. J'ai dit, mais vas-y, fais la couleur qui va. Moi, je m'en fous que ce soit bleu ou vert. J'ai dû mettre vert parce que je ne sais pas quoi. Mais voilà, l'important, Et là, l'aspect pictural, l'aspect graphique prend le dessus. C'est-à-dire que je trouve vraiment bien qu'il puisse y avoir un retour depuis l'image vers le texte. Il y a une circulation, notamment par la gamme chromatique qui est utilisée, où c'est vraiment des couleurs qui vont être pas psychédéliques, le mot est trop fort, mais on est dans des gammes qui justement ne sont pas des couleurs typiques de la Belle Époque. On va vers d'autres choses, vers des choses plus fantasmagoriques, peut-être plus surréalistes, et qui du coup à chaque fois décentrent un peu le récit dans le bon sens du terme, où on l'a bien dit, on est dans un biopic fantasy, on n'est pas dans un récit proprement historique, on est dans l'histoire comme potentialité, comme imaginaire. Et là-dessus, je trouve que les images arrivent bien à tirer ce fil et à montrer en fait tout simplement les fulgurances, les images qui viennent, comme des surimpressions. Moi, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans l'apport de Franck, et je ne l'anticipais pas, c'est qu'il apporte une modernité, c'est-à-dire que moi, ce que je raconte, ça se passe à la Belle Époque, donc les gens sont en calèche, évidemment, c'est la Belle Époque. Et même le fantastique est vraiment de l'époque. Et lui ne fait pas du tout de l'illustration d'époque. Il ne s'inspire pas des peintres ou des... On voit en trench sur une image, ça va... Voilà, il a pris des trucs, des références à droite, à gauche, il a fait des choses comme lui le sentait pour créer une Sarah Bernhardt qui n'est pas la vraie Sarah Bernhardt. Est-ce que c'est parce qu'elle est atemporelle du coup? Est-ce que c'est ça qu'on retient en fait de ce travail conjugué entre illustration et texte? Est-ce que c'est justement que Sarah Bernhardt, c'est une femme de son temps certes, mais c'est avant tout un être atemporel qui, si on retravaille sur elle dans 100 ans, dans 200 ans, ça nous donnera une toute autre Sarah Bernhardt. Si on arrivait à ça, on aurait réussi. Je pense que c'est ça que Franck veut faire, c'est ce que moi je veux faire aussi. On le fait par des moyens différents, mais c'est l'arracher à sa contingence d'époque, à sa vie réelle, 1844, 1923, et en faire effectivement une héroïne, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à toutes les époques, à toutes les générations, dont on peut faire ce qu'on veut. Très intelligemment, Franck a nourri ce projet-là par le trait, par le dessin. Il y a des détails qui sont vraiment d'époque, et puis d'autres pas du tout, dans la même image. Et ça, donc il crée vraiment un entre-deux temporel qui est très, très réjouissant. Et en plus des illustrations, il y a un autre objet très particulier que les contributeurs peuvent avoir la chance de posséder, c'est une figurine. Alors ça, c'est peu commun, il faut bien le dire. Alors, on a certes différentes marques, je sais pas, Disney par exemple avait sorti récemment dans les kiosques des petites figurines qu'on pouvait collectionner justement, mais là c'est très particulier de mêler roman feuilleton et possibilité de monter soi-même sa figurine si on le souhaite. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette idée est venue et comment ça complète justement ce travail de roman feuilleton, cette fameuse figurine? Oh, Sarah est en majesté, elle est puissante, elle est en mouvement justement, elle n'est pas du tout figée, elle n'est pas en train de prendre la pose comme on la voit si souvent sur des affiches d'exposition. Parce que j'ai eu la curiosité, j'ai regardé un peu justement comment est-ce qu'on fictionnalisait Sarah Bernhardt, et quand on voit les images d'expo, elle est toujours... Bon, elle est très statique, elle prend la pose, on voit l'actrice. Et c'est vrai que là, pour le coup, sur cette figurine, elle est en action, elle est, on dirait presque une guerrière, elle est jetée effectivement dans un mouvement élancé. Pourquoi ce choix physique? Qui a décidé? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est avec la complicité de Nicolas, de Franck? Et pourquoi une figurine? Alors, d'abord, pourquoi une figurine? C'est une idée de Nicolas. Et qui vient renforcer l'idée du roman feuilleton. Parce que, en fait, la première idée, c'était qu'on ait un morceau avec chaque épisode et qu'on la reconstitue comme un puzzle. Ce qui est aussi une très belle métaphore, je trouve, du processus d'écriture, où chaque nuit, je trouve, pour le lecteur et pour Sarah, apporte un éclairage sur ce qu'elle est, ce qu'elle pense, sur son passé. Donc, c'est comme si on détenait des petits bouts de Sarah. Son puzzle, ouais. Donc ça, c'est la première idée d'éditeur. Et puis, ensuite, la deuxième chose, c'est... En fait, la statuette a été faite sur un dessin original de Franck Biancarelli. Et Franck a eu cette idée... Bon, je ne veux pas le mettre dans l'embarras, mais je trouve ça génial, une idée de génie. Il a pris la fiche de Médée, de Mouchat, où on voit Sarah Bernhardt toute droite, comme ça, avec des yeux exorbités, une couronne pointue et un poignard ensanglanté à la main. Elle vient de tuer ses enfants. Et il a pris cette image hiératique et il l'a mise en mouvement. C'est-à-dire qu'elle relève sa robe et elle avance. Et ça, c'est exactement ça que j'adore chez lui, c'est qu'il transforme le figé en mouvement. Voilà. Et donc, le dessin a été traité ensuite par un artiste sculpteur, et ensuite mis en couleur. Et donc, c'est vendu sous les deux formes. On peut l'acheter soit déjà en couleur, soit le peindre soi-même.
Et c'est vrai que c'est là aussi très réjouissant. Voilà, je vois mon idée prendre forme et la volume en 3D. Ouais, c'est très gratifiant pour moi aussi.